Juillet démarre à peine, mais les incendies ne l'ont pas attendu. Après l'Aude, les Bouches-du-Rhône, plusieurs hectares de forêt et de végétation des Pyrénées-Orientales, du Gard, de la Drôme sont en proie aux flammes, avec 2 blessés en urgence vitale et des évacuations massives dans les Pyrénées-Orientales. Et l'étape du Tour de France de ce lundi qui est interdite, Anne-Laure Chouin nous le disait, au public sur une partie du parcours. Pourquoi ces incendies précoces et a-t-on tiré des leçons des incendies des étés passés en termes de lutte, mais aussi de prévention? Bonjour Arthur Guérin-Turc. Bonjour Bérangère Bonte. Vous êtes géographe et enseignant à Sorbonne Université. Vous allez nous comprendre, nous expliquer les enjeux de tout ça. Nous sommes évidemment très inquiets sur cette période de saison de feu. Saison de feu que j'ai ouverte le 4 juin dernier à Nîmes-Garon, dans le département du Gard. Nous sommes inquiets, pourquoi ? Parce qu'il y a évidemment la canicule. On a eu des pluies importantes à la fin de l'année qui ont fait que la végétation est plutôt abondante. Et puis on a des phénomènes de vent qui se lèvent ici ou là. Donc on est évidemment très inquiet pour la saison. On a un mois d'avance là sur les départs de feu. Un mois d'avance, Arthur Guérin-Turc. Je sais que le terme n'est jamais employé à la légère par vous autres géographes, mais est-ce qu'on peut parler des feux précoces ? Oui, ce qu'on considère aujourd'hui comme un feu précoce, malheureusement, demain, ce sera la normalité. Donc oui, aujourd'hui, on peut le qualifier de précoce, mais dans les années à venir, ce sera tout à fait normal d'avoir de grands incendies dès le début du mois de juillet. En quoi sont-ils différents, s'ils sont différents ? Ils sont différents par leur intensité. C'est clair que là, aujourd'hui, on est dans un nouveau régime de feu où aujourd'hui, on a des incendies qui sont beaucoup plus rapides et qui ont une intensité que n'avaient pas ceux des années précédentes. On imagine que c'est lié au fait que tout est très sec suite aux températures de fin juin, mais plus globalement, c'est aussi un effet avéré, un de plus du réchauffement climatique qui change la nature de ces incendies. Oui, tout à fait, tout à fait. C'est-à-dire que, vous voyez bien qu'avec les canicules que l'on a eues et que l'on va avoir de nouveau, eh bien les conditions sont réunies pour avoir des incendies d'une très grande intensité, des feux extrêmes, on parle beaucoup de méga-feux, voilà, il y a plusieurs termes qui existent pour désigner cette nouvelle nature, des incendies que nous connaissons aujourd'hui. Concrètement, ça veut dire que c'est une rapidité de propagation plus élevée, c'est Oui, tout à fait, c'est-à-dire qu'on a une quand on dit vitesse. changement de nature. Disons que, alors dans l'intensité, mais ce qui me marque, enfin ce qui est très marquant et notamment dans l'incendie, des Corbières de l'an dernier en 2025, c'est la vitesse de propagation. C'est-à-dire que quand le feu démarre, il va très, très vite, et c'est très difficile pour les pompiers de l'arrêter. Les pompiers font un travail remarquable car ils arrivent justement à éteindre, une grande partie des départs de feu, il faut quand même, le souligner. Mais le problème, c'est qu'avec des feux de plus en plus rapides, ça devient quasiment impossible, en tout cas ça a été le cas, l'an dernier dans les Corbières, eh bien d'arrêter des feux aussi rapides. Les projections de l'INRAE dans un rapport de 2024 envisagent une hausse de 13 à 22 de l'activité de ces feux à partir de 2030 et en particulier les grands feux, donc les méga-feux dont vous parliez. On considère que c'est quoi? C'est plus de 100 hectares, c'est ça? Alors écoutez, il y a des grandes controverses, dans le milieu scientifique pour définir qu'est-ce qu'un méga-feu. Je dirais que pour faire très simple, un méga-feu, c'est un feu qu'on ne parvient pas à maîtriser. Il parle, ce rapport de l'INRAE, de 7 à 10 mégafeux par an en 2050 et jusqu'à 20 feux par an en 2090 si les émissions de gaz à effet de serre continuent d'augmenter. Et une fois par décennie, jusqu'à 40 grands feux par an. Aujourd'hui, c'est 18. Ça, on l'observe dans le sud de la France. Et en été, est-ce qu'il faut se préparer à en retrouver en hiver et beaucoup plus au nord du territoire? Ça, c'est évident, c'est évident. C'est-à-dire qu'il va faire plus chaud, dans la partie nord de la France et si les conditions, sont réunies, il n'y a pas, a priori, d'impossibilité d'avoir, de très grands incendies, en dehors de l'été. Il y avait eu la Bretagne l'été dernier, ce qui avait déjà surpris, mais ça peut monter plus haut, dans ces proportions-là, encore une fois. Attendez. Tout est possible et le pire est à venir. Aujourd'hui, les feux en France font peu de victimes, heureusement, j'allais dire, mais est-ce que vous craignez que ça aussi, ça change? Ça peut changer. Là, justement, les chiffres que vous évoquez sur le nombre de très grands incendies qui augmentent. Imaginez deux gros incendies qui se déroulent en même temps.
justement comment on va faire pour mener la lutte de front en même temps sur deux très grands incendies, par exemple actuellement dans les Pyrénées-Orientales et dans la Drôme. Mmh. Les moyens de lutte, justement. Laurent Nunez, le ministre de l'Intérieur, disait vendredi: nos moyens sont suffisants car nous faisons preuve d'agilité. On n'en a pas moins que dans d'autres pays européens. Alors, vous avez peut-être la liste, mais vous me dites si elle est correcte: 12 Canadair, 8 Dash, 3 avions de reconnaissance, 10 hélicoptères, plus 6 avions que nous louons, dit le ministre de l'Intérieur. C'est exact? Alors pour l'instant, ça tient. C'est suffisant, je veux Alors, dire? alors non, à l'avenir, ce n'est pas suffisant. Pour l'instant, ça tient, mais j'aimerais insister sur le fait qu'il faut en effet augmenter les moyens de lutte. C'est en effet majeur comme politique à mettre en place, mais il faut aussi mettre en œuvre une politique de prévention. Et On va y venir dans un instant parce qu'évidemment, c'est l'autre jambe, si je puis dire, de la oui, lutte. Mais simplement sur les moyens de lutte, il y a une coopération européenne qui s'organise bon an, mal an. Bon an ou mal an? Enfin, je veux dire, on va préciser que chaque pays est responsable de sa première ligne de défense, mais il y a aussi des moyens supplémentaires qui peuvent arriver, c'est ça? oui, j'ai entendu qu'il y avait des pompiers roumains qui étaient venus justement en France pour aider, mais là encore, imaginez de très grands incendies en même temps en Espagne, au Portugal, en Italie et dans d'autres pays européens. Bon ben voilà, ils vont être d'abord mobilisés dans leur pays avant de venir en aide le pays voisin. La stratégie de lutte, je comprends que la doctrine française se concentre beaucoup sur les feux naissants, là où le Canada, l'Australie, les États-Unis parlent d'une culture du feu libre. Avantages, inconvénients des deux? On a un minimum de dégâts avec la stratégie du feu naissant, mais en même temps, on va à long terme rendre davantage vulnérable l'écosystème forestier en ne le laissant pas brûler un petit peu. Ce qu'il faudrait faire, ce que les écologues nous montrent, c'est que l'écosystème forestier a besoin lui aussi de brûler un petit peu pour éviter de trop brûler. Ça peut paraître un peu contre-intuitif, mais en fait, l'écosystème forestier a besoin de petits feux réguliers pour se régénérer, pour éviter justement d'être vulnérable aux grands incendies. Et justement, la stratégie d'attaque du feu naissant rend vulnérable certaines forêts, et particulièrement la forêt landaise, de ce point de vue-là, est tout à fait emblématique. Mais cette stratégie des feux naissants, laisser, comme vous dites, brûler un peu, c'est tenable si les feux se multiplient? Alors non, la stratégie, par exemple, d'atteindre les feux naissants, c'est justement de ne pas laisser brûler. Pardon. Voilà. Et justement, la stratégie de laisser brûler un petit peu, c'est la stratégie qu'on avait en France dans les années 70-80. On a changé de stratégie dans les années 90. Là, on voit avec les grands incendies que ça semble difficile, en effet, de tenir encore cette ligne-là, à voir comment justement on peut s'en sortir. Il me semble que, en fait, en ne réfléchissant que du point de vue de la lutte, en fait, on ne pourra pas s'en sortir. Il faut absolument faire de la prévention. Alors justement, Parce qu'en plus, on n'est pas dans les mêmes conditions aujourd'hui que dans les années 70-80. C'est-à-dire qu'en fait, aujourd'hui, on ne peut plus laisser brûler un petit peu parce que les feux sont trop rapides. Donc cette stratégie, aujourd'hui, est très dangereuse. quels enseignements ont été tirés des derniers étés particulièrement difficiles? Il y a 2022, il y a 2025, vous parliez du massif des Corbières. Alors, il y a une loi de prévention qui a été votée en 2023. On a notamment demandé au préfet de caractériser les massifs forestiers à risque. On arrive à 52 départements, je crois. En quoi elle change? Qu'est-ce qu'elle change concrètement, cette loi? Alors, il y a une mesure très emblématique, les OLD, les obligations légales de débroussaillement, où on demande justement aux personnes de débroussailler 50 mètres autour de leur maison. C'est appliqué? Alors non, c'est pas appliqué de façon... non, c'est inégalement appliqué, trop peu appliqué, et surtout, ce n'est pas suffisant. Les OLD ne sont pas suffisantes. Il faut mettre en place un aménagement du territoire, planifier un aménagement du territoire à l'échelle de chaque massif, pour créer des coupures de combustible, parce que comme je disais, comme le feu est tellement rapide, il faut absolument éviter de lui donner à manger. En fait, il faut lui donner le moins de combustible possible, et donc aménager des coupe-feux qui permettent de ralentir la vitesse de propagation du feu. Ça, c'est tout l'enjeu. Feu, c'est des méthodes ancestrales, j'allais dire. De mettre en place des coupe-feux. Oui.
Des méthodes ancestrales, enfin, c'est des méthodes d'aménagement du territoire, de planification qui fragmentent les massifs forestiers. Après, ça se discute en effet à quel point on fragmente un massif, mais il faut absolument éviter les continuités de combustible, ce qui a été le cas en 2022 dans la forêt landaise et ce qui est le cas dans les Corbières et là encore aujourd'hui dans les Pyrénées-Orientales. Arthur Guérin-Turc, ça c'est des choix d'aménagement, donc c'est des choix politiques. Ah, mais évidemment, c'est des choix politiques, c'est des choix d'aménagement qui demandent d'anticiper la politique que nous avons aujourd'hui face aux incendies, de ne pas uniquement réfléchir en termes de moyens de lutte. C'est nécessaire, en effet, d'augmenter les moyens de lutte, mais il faut aussi prévenir et donc aménager le territoire en conséquence. On parlait de la Bretagne à un instant. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire de l'usage de l'intelligence artificielle? Je sais qu'il y a 36 caméras augmentées d'intelligence artificielle qui ont été installées dans cette zone. Est-ce que c'est utile? Est-ce que ça marche? Est-ce que c'est efficace? Oui, c'est toujours utile de pouvoir détecter le plus rapidement possible en effet les feux, mais on ne pourra pas arrêter tous les départs de feu parce qu'en fait il y a une multiplication du nombre de départs du départ de feu. Donc en effet, on peut faire le maximum en augmentant la technologie, en s'appuyant en effet sur l'intelligence artificielle. Mais qu'est-ce que ça apporte? Ça permet de détecter encore plus rapidement le départ de feu et donc d'arriver encore plus rapidement à l'endroit du départ du feu. Donc c'est très utile pour les pompiers. Mais là encore, il faut partir du principe que un feu qui démarre est tellement rapide que bien qu'on ait des moyens très importants pour détecter son départ, il faut se dire que une fois que le feu est parti, il faut essayer de ralentir sa vitesse de propagation. Et pour ralentir sa vitesse de propagation, il faut mettre en place des coupures de combustible, des coupe-feux qui vont venir le ralentir. Alors on peut penser à plein de coupe-feux possibles. Dans les Corbières, il y avait de la vigne. On a bien vu que la vigne, justement, permettait de ralentir la vitesse de propagation du feu. Le pastoralisme, créer des espaces ouverts, permet là encore de créer des zones tampons, des interfaces entre l'habitat et la forêt, permet là aussi de protéger au maximum les populations. L'immense majorité des feux, on le constate, sont d'origine humaine. Moi, j'ai le chiffre de 9 sur 10, c'est à peu près l'ordre de grandeur. Oui, c'est à peu près ça, oui. Non, mais ce qui est énorme, 80% des feux démarrent à 50 mètres d'une habitation. Est-ce qu'il y a aussi une difficulté à sensibiliser? Oui, alors j'ai l'impression que Comment quand on même fait? la sensibilisation, il y a des politiques de sensibilisation qui sont quand même très importantes. On peut continuer, en effet, et on doit continuer à sensibiliser à ce que la culture du risque soit la même dans le nord que dans le sud, puisque la moitié nord de la France va connaître des incendies de plus en plus importants, et donc il est important, en effet, que la population soit sensibilisée aux incendies. Malheureusement, on ne peut pas éviter l'accident, on ne peut pas éviter la négligence humaine. Et donc, il faut aussi partir du principe que le risque zéro n'existe pas. Est-ce qu'il y a un enjeu au moment du reboisement, puisque évidemment maintenant il faut aussi penser à l'après de ces incendies? Est-ce qu'on replante par exemple des variétés différentes, plus résistantes au feu? Ça dépend dans quel massif on se situe, mais en effet, il faudrait qu'il y ait aussi toute une réflexion sur qu'est-ce qu'on replante, et surtout la question c'est est-ce qu'on replante? Est-ce qu'on replante aussi de la même façon et au même endroit? Je pense plutôt à la forêt landaise, par exemple. Est-ce qu'on ne laisse pas davantage d'espace ouvert entre les massifs? Est-ce qu'on ne crée pas des cloisonnements, comme on dit, de façon un peu technique, à l'intérieur du massif, afin justement de laisser de l'espace entre deux espaces boisés pour, là encore, ralentir la vitesse de propagation du feu. Je parlais de nouvelles variétés et plus largement, est-ce qu'on replante, on cherche à replanter des variétés plus résistantes à la sécheresse aussi, parce qu'on ne l'a pas dit, mais la canicule les met en risque de rupture hydraulique. Au passage, ils remplissent plus leur fonction de photosynthèse. Enfin, c'est tout un enchaînement. La réflexion là-dessus, elle est aussi en cours? Écoutez, il y a des réflexions, il y a des initiatives qui, en effet, il y a de nombreuses initiatives, mais ce qui me marque, c'est qu'il n'y a pas tellement de plans concertés à l'échelle de chaque massif. Et c'est ce qu'il faudrait justement essayer d'avoir une politique de planification à l'échelle de chaque massif forestier pour mettre en œuvre justement un aménagement du territoire qui soit pertinent et qui réponde à la volonté de prévention du risque incendie. Cette prévention qui est politique, on vous a bien entendu. Merci beaucoup Arthur Guérin-Turc, géographe et enseignant à Sorbonne Université, 7h30 sur France Culture.